Aux États-Unis, des tests ADN ont permis d'établir un lien entre un suspect, Albert de Salvo, surnommé l'étrangleur de Boston, et sa dernière victime présumée, 50 ans environ après les faits. 11 meurtres de femmes avaient été commis entre 1962 et 1964 à Boston. De Salvo, qui avait fait des aveux controversés, n'a jamais été inculpé pour ces crimes. Alors bonsoir mesdames et messieurs, transportons-nous du côté de Christian Page à Boston pour nous parler de l'histoire de l'étrangleur de Boston. Bienvenue sur les ondes, Christian, tu vas bien? Oui, ça va bien. C'est fort que moi quand j'entends Boston. Oui, on est entré dans le vif du sujet. Oui. Avec l'étrangleur de Boston. Donc voilà, pour l'émission de ce soir, on le rappelle encore une fois aux auditeurs, c'est les jeudis. Nos jeudis sont consacrés à des tueurs en série, des crimes un peu sordides et mystérieux. Yes. Et ce soir, donc, on va aborder l'un des grands tueurs en série qui ont marqué le 20e siècle et qui sont un peu tombés dans l'oubli au profit de d'autres tueurs en série qui ont été récupérés principalement par la télévision et le cinéma. On pense à des gens comme Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Charles Manson, évidemment, qui sont qui trônent au sommet de la liste des tueurs en série. Et pourtant, ils ont eu des prédécesseurs, et parmi ces prédécesseurs, l'un d'entre eux qui a fait littéralement trembler la ville de Boston au début des années 60, était-ce Albert de Salvo? Possiblement, mais bon, à l'époque, il faudra à peu près 50 ans de controverse pour arriver à cette conclusion-là. Donc, on est au début des années 60. Il faut se rappeler, Boston, c'est une grande ville. C'est une grande ville moins importante quand même que New York ou Los Angeles, mais bien sûr, comme toutes les grandes villes américaines, elle a son lot de criminalité, plus ou moins important. Au début des années 60, évidemment, ce n'est pas le Boston de 2022. Mais on s'entend bien là-dessus. C'est une ville qui est en pleine expansion et elle est surtout connue, d'une part par les sportifs parce que c'est le siège des Red Sox si on s'intéresse au baseball, et les Bruins de Boston également qui sont la franchise de hockey. Il faut se rappeler qu'au début des années 60, c'était la grande rivalité entre le Canadien de Montréal et les Bruins de Boston. Oui, donc ça c'était comme 20 ans plus tard, ce sera la rivalité entre les Nordiques de Québec, faut bien que je le mentionne, mais les Nordiques de Québec et le Canadien de Montréal. Je te rappelle qu'il n'y a plus de Nordiques à Québec. Bon. Oh, il y en a plein qui ont mal au cœur en ce moment et qui pleurent. Qui sont déjà en train de changer de poste. C'est correct, les gens de Montréal, ils nous rappellent toujours ça, qu'on n'a plus d'équipe. non, mais bref, c'est vrai. Au début des années 60, la grande rivalité, bien sûr, c'était Montréal, les Bruins de Boston avec des joueurs qui étaient célèbres, qui sont passés à l'histoire. On pense à, notamment, du côté du hockey, le Canadien, c'était des grands joueurs, Jean Béliveau, Maurice Richard, qui avait achevé et qui achevait au tournant de 1960, qui a terminé sa carrière de hockey. Du côté de Boston, on se rappellera des gens comme Bobby Orr, par exemple, qui a marqué la génération de cette génération de joueurs de hockey. Donc, c'est ce à quoi ressemble Boston. Pour les intellectuels, il faut savoir qu'en banlieue de Boston se trouve la très célèbre université de Harvard, qui se trouve à Cambridge. Donc, c'est une ville en pleine expansion et au début des années 60, donc c'est une ville qui a un taux de criminalité beaucoup moins élevé que New York ou Los Angeles, comme je l'ai mentionné. Et puis voilà que le 14 juin 1962, un certain Jerry Slacer se rend chez sa mère, qui est une dame de 55 ans. Elle vit seule, elle n'a pas non plus de compagnon dans sa vie. Et donc, il se présente chez elle. On est en fin de journée, il est 19h30. Il monte à l'appartement de sa mère, qui habite au premier palier du 67 Gainsborough Drive. Et on frappe à la porte, personne ne répond. Donc, il fait le tour de la maison, regarde, il n'y a rien de mystérieux, frappe à nouveau. Il sait que sa mère est une femme qui aime beaucoup la musique et il se dit peut-être qu'elle a des écouteurs, quelque chose comme ça, elle m'entend pas, donc il frappe à nouveau, toujours pas de réponse. Et puis donc éventuellement il va forcer la porte et en entrant dans la maison, il va dans la première chose qu'il constate, c'est que la maison est relativement en désordre. Okay. Quand on traverse le palier, la première partie de la maison, le hall d'entrée, si je peux dire, en fait c'est un appartement, lorsqu'il traverse
traverse le hall d'entrée, là, les choses sont à peu près en ordre, mais dès qu'il arrive dans le salon, là, il voit immédiatement un désordre. Il se rend dans la chambre de sa mère. Là, il voit que la commode est renversée, les tiroirs ont été ouverts. Visiblement, il y a eu cambriolage. Au moment où il arrive dans la cuisine, il trouve donc sa mère. Elle est étendue sur le dos. Je n'entrerai pas trop dans les détails parce qu'ils sont assez sordides, mais disons que notre tueur en question, c'est un individu qui va commettre des crimes avec des sévices sexuels. À l'époque, il faut encore se rappeler que la criminalistique de 1962 n'est pas la criminalistique de 2022. Donc, dans bien des cas, on n'arrivera pas à déterminer s'il y a eu physiquement une agression sexuelle, mais dans tous les cas, à peu près, à une exception près, tous les crimes dont je vais parler, il y a eu, dans les rapports d'autopsie, il est question de sévices sexuels. Donc, dans le cas présent, Anna Sleyser a été agressée. Elle a des marques de violence sexuelle. Et il faut toujours se rappeler également que notre tueur est un individu qui aime le spectacle. Donc, Anna Sleyser a été placée de manière à ce que la personne qui découvrirait son corps, et là, malheureusement, c'est son fils, qu'elle soit exposée de manière indécente pour choquer. Ah. Et c'est exactement... Un provocateur. Un provocateur. Imaginons, là, pour essayer de se donner une idée, sans entrer dans le détail, là, il aime placer ses victimes féminines comme si elles étaient en train de subir un examen gynécologique. Okay. Donc, tu vois un peu le style, là. Bon. Et donc, lorsqu'il entre dans la cuisine, sa mère est étendue sur le sol. Elle est décédée depuis quelques heures, mais elle est morte durant la journée. Il faut quand même beaucoup d'audace pour commettre un crime comme celui-là en plein milieu de la journée, hein, surtout dans un édifice qui compte plusieurs appartements. Et pourtant, les voisins n'ont rien entendu. Anna Sleyser a été... la cause du décès, c'est par strangulation. D'ailleurs, quand on trouve son corps, elle est étendue. Elle a son peignoir qui est ouvert, qui l'exhibe nu. On suppose qu'elle venait de sortir de la baignoire parce que le peignoir est encore mouillé. Et l'agresseur a pris la ceinture du peignoir et lui a noué autour du cou et il l'a étranglé. Et il a fait un curieux nœud qui ressemble un peu à une boucle, mais une boucle... comme on pourrait retrouver chez les gens qui travaillent comme les marins, par exemple. C'est un espèce de nœud qui est très particulier. Donc, je peux pas le définir parce que les gens ne le voient pas, là. Mais faut être quand même rapide, hein, si on pense qu'elle avait sa robe de chambre sur elle, de retirer, de tirer, par exemple, sur la corne de cette robe-là pour s'en servir. Il faut avoir des talents aiguisés. Oui, et dans le cas présent, on sait également qu'elle a été frappée. Hein, elle a une plaie à la tête, visiblement frappée par un objet contondant qu'on n'identifiera pas. Les policiers assez rapidement se posent des questions s'il ne s'agit pas en fait d'une mise en scène, parce que quand on fouille l'appartement en question, dans un premier temps, on ne trouve aucune trace d'effraction, ce qui laisse supposer que Anna Sleyser, d'après son fils, était une femme excessivement introvertie, elle ne parlait pas avec beaucoup de gens, elle était excessivement craintive et prudente, donc on imagine mal Anna Sleyser qui aurait laissé rentrer un inconnu chez elle, et pourtant il n'y a aucune trace d'effraction, et les policiers assez rapidement constatent que même si l'appartement est en désordre, l'agresseur a laissé derrière lui des objets de valeur. Alors on se demande, est-ce que c'est par distraction qu'il a laissé ces objets de valeur ou est-ce qu'il a volontairement saccagé l'appartement pour laisser croire un vol qui aurait mal tourné? Donc, c'est à peu près la situation dans le cas dans lequel on se trouve ici avec Anna Sleyser. Donc, on est le 14 juin et voilà que 6 semaines plus tard, le 30 juin 1962, mentionnons dès le départ que Anna Sleyser, c'est important, c'est une femme blanche, elle a 55 ans et elle a travaillé dans le milieu hospitalier. Elle a été infirmière ou aide-infirmière, donc elle a un passé avec le milieu hospitalier. Tu vas comprendre pourquoi je te mentionne ça, parce que ça va jouer dans l'investigation. Donc ensuite, on arrive 6 semaines plus tard, on découvre le corps d'une certaine Nina Nichols. Il s'agit d'une femme de 68 ans. Là encore une fois, il s'agit d'une femme de race blanche. On est au
au 1940 Commonwealth Avenue. On est à Boston. Tous nos crimes vont être commis à Boston ou dans la région de Boston. Hein. Il faut savoir qu'il y a plusieurs villes qui s'agglutinent autour de Boston. On a mentionné tantôt Cambridge pour l'université de Harvard. Il y a également Salem, hein, l'histoire des fameuses sorcières de Salem. Ouais. Ben, c'est une ville qui est tout à fait limitrophe à Boston. Donc, on est à Boston et dans la grande région de Boston. Donc, dans le cas de notre deuxième crime, celui de Nina Nichols, femme blanche, 68 ans, on est là encore à Boston. On est sur Commonwealth Avenue. Lorsque les policiers, le corps est découvert par une voisine. Lorsque les policiers arrivent chez elle, elle est étranglée. Elle a 2 bas de nylon noués autour de son cou. D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que dans tous les crimes, les policiers vont constater que l'agresseur a utilisé des objets qui étaient sur place. Donc, il n'a pas amené avec lui un instrument, un couteau, quoi que ce soit du genre. Tous les instruments, même dans le cas où il va y avoir, on va le voir un peu plus tardivement, il va y avoir d'autres victimes qui vont être poignardées. Même lorsqu'il s'agit de personnes qui ont été poignardées, c'est clairement un couteau qui se trouvait sur place que l'assassin a utilisé. Dans le cas présent, donc, on a cette Nina Nichols. Elle est étendue, encore une fois, dans une position excessivement scabreuse. Elle a des bas de nylon noués autour du cou. Son peignoir est remonté au-dessus de sa taille. Donc, un peu comme dans le cas de Anna Slazer, elle aussi était en peignoir. L'agresseur a volontairement remonté son peignoir pour qu'elle ait le pubis exposé à la personne qui trouverait la victime. Là encore, comme dans le cas de Slazer, les policiers sont frappés par le désordre qui règne dans l'appartement, mais là encore, on retrouve sur place des objets de valeur qui nous laissent se demander si on n'est pas en présence, encore une fois, d'une mise en scène. On ne trouve absolument aucune trace d'effraction non plus. Alors que les policiers, donc, sont à enquêter sur ces 2 crimes qui, mis à part le fait qu'on a 2 femmes, et là, bien sûr, je parle une femme de 55 ans et une femme de 68 ans. Pour les années 60, on parle déjà de gens d'un certain âge. Hein. À 55 ans, on n'est pas un vieillard, et je sais de quoi je parle. Mm-hmm. Mais bon, pour l'époque, au début des années 60, à 55 ans, on commence une personne d'âge mûr, disons ça comme ça. C'est plus une jeune femme là, qu'on a agressée. Là. Et dans le cas présent, dans les 2 cas d'ailleurs, Anna Slazer, comme je l'ai mentionné, et Nina Nichols, il y a eu des sévices sexuels. Dans le cas de Nina Nichols, je n'entrerai pas dans les détails, mais disons que l'agresseur a utilisé des instruments qu'il a trouvés sur place pour commettre des sévices d'ordre sexuel. Faut vraiment être dérangé là, pour penser à des affaires de même. Ah, absolument. Et donc, on n'est pas encore certain dans ce crime-là, on n'est pas certain que l'assassin a violé la victime parce qu'on ne trouve apparemment pas de fluide qui permettrait de déterminer ça, mais on est d'avis qu'il y a eu à tout le moins des sévices sexuels qui ont été commis. Alors que les policiers sont en train de travailler sur ces 2 crimes-là, pour l'instant, 2 femmes d'âge mûr qui ont été étranglées, mais rien ne permet de lier un crime à l'autre, si ce n'est la ressemblance. On est certain que l'appartement à l'envers, des objets de valeur laissés sur place, aucune trace d'effraction, c'est sûr qu'il y a des indices parlants. Mais il faut aussi se rappeler, on va le comprendre hein, dans le cas de cette série de crimes, comme il touche la ville de Boston et le Grand Boston, on va se retrouver à un moment donné avec 3 corps de police différents qui travaillent sur ces crimes et tous travaillent en vase clos, bien sûr, et on va se retrouver même dans 3 districts différents, hein, le district de Lawrence, le district de Salem, puis le district de Boston. Assez pour mélanger tout le monde, puis personne qui travaille ensemble. Voilà, il faut se rappeler que c'est une période où il n'y a pas d'ordinateur, il y a bien sûr des fiches perforées pour les enquêtes criminelles, mais on est loin de l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors que les policiers sont en train d'enquêter sur ces 2 crimes-là, ils apprennent
qu'on a retrouvé une femme, encore une fois de race blanche. Cette fois-là, elle se nomme Ellen Blake. Elle a 65 ans et elle a été trouvée. Elle aussi, elle a été étranglée. Elle a été étranglée avec des bas de nylon et un soutien-gorge qu'elle a noué autour du cou. Là aussi, le nœud ressemble au nœud qu'on a trouvé sur les autres victimes, un nœud assez particulier. Et on se trouve, cette fois, on n'est plus à Boston, on est dans la banlieue de Boston, on est à Lynn, on est au 73 New Wall Street. Là, encore une fois, on est dans un édifice à appartements. La dame, elle n'a qu'un chemisier. Encore une fois, il y a cette posture choquante qui a été volontairement pensée pour que les gens qui trouveraient le corps soient choqués par la situation. Encore une fois, les policiers déterminent qu'il y a eu visiblement des sévices sexuels. On n'a aucune trace d'effraction. On a laissé sur place des indices qui laisseraient croire encore une fois un cambriolage, mais tout ça semble être encore une mise en scène. Donc là, cette fois, et ce crime, d'après le médecin légiste, ça a été commis le 30 juin. Donc, on est le 30 juin 1962. Et si tu suis le début du récit, on a un premier crime commis le 14 juin et on a apparemment 2 crimes commis le même jour, soit le 30 juin 1962. Donc, cette même journée, il y a eu l'assassinat de Nina Nichols et l'assassinat de Ellen Blake. Bon, dans le cas de Ellen Blake, comme le corps est trouvé 2 jours après l'assassinat, bien sûr, on pourrait se dire qu'on a un jeu d'une journée. Elle a peut-être été assassinée le 29, mais néanmoins, il est clair que l'assassin a fait, il a passé à grande vitesse là. Donc il accélère. Il accélère la cadence. À ce moment-là, les policiers ont quand même établi certaines règles. On se dit, voilà, on a 3 victimes, 2 commises le même jour. Cette fois, il n'y a plus de doute. Les nœuds, l'absence de traces d'effraction, les appartements à l'envers, les policiers sont convaincus qu'ils ont affaire à un seul et même individu. Comme plusieurs de ces victimes-là, en fait, 2 des 3 victimes sont des infirmières ou ont été des anciennes infirmières ou ont travaillé dans le milieu médical. Elles ont un lien quelconque avec le milieu médical. Les policiers commencent à se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre leur travail ou leur statut professionnel et l'assassin? Est-ce que ça pourrait, par exemple, être un individu qui avait été dans un centre hospitalier, dans un asile, et puis en veut à toutes les infirmières, et pour une raison X ou Y, il a choisi ce type de victime. À ce moment-là, il faut se rappeler, on est toujours dans ce contexte du début des années 60. Le FBI existe quand même, une police qui a été créée 50 ans plus tôt par Edgar Hoover, mais on n'est pas encore on est loin encore de l'établissement du département des sciences du comportement, le fameux profiling. Ouais. On n'y est pas encore. Mais quand même, les policiers du FBI ont quand même une certaine expertise sur ce type de tueurs. On disait des tueurs en séquence. Donc, on demande l'aide du FBI. Et curieusement, au moment où ces crimes-là se passent, donc on est à l'été de 1962, il y a justement, là, dans les derniers jours de juillet 1962, les derniers jours de juin 1962, il y a un congrès du FBI qui se tient à Boston. Donc, c'est l'occasion rêvée pour demander l'aide du FBI. Les policiers propose un portrait robot de l'individu. Mais encore une fois, on est loin de ce profiling qui va apparaître dans les années 70. Mais d'après eux, il doit s'agir d'un homme blanc âgé entre 18 et 40 ans. Pourquoi? Parce que les 3 victimes sont 3 femmes blanches. Et généralement, lorsqu'il y a un tueur en série, il faut se rappeler que le terme tueur en série n'existe pas encore à cette époque. Il va apparaître avec les crimes de Ted Bundy au milieu des années 70. Mais on est donc en présence d'un tueur séquentiel. On se dit, comme les victimes sont blanches, généralement, les tueurs vont commettre leurs crimes dans le même groupe ethnique que eux. Okay. Donc, on suppose donc que le tueur est un blanc. Il est visiblement obsédé par le sexe. Il y a des problèmes par rapport à la sexualité, ça semble assez clair. Il doit avoir
on suppose qu'il a une forme de délire de persécution. Et comme les victimes, ce sont tous, sans dire des gens âgés ou des femmes âgées, ce sont quand même des femmes mûres. Et on suppose que l'assassin, qui doit être relativement jeune et fort, puisqu'il maîtrise ces femmes-là, et qui n'avaient pas d'handicap particulier, là, ce sont des femmes qui étaient relativement en bonne santé, on se dit, il a peut-être développé un sentiment de haine envers sa mère. C'est exactement là que je m'en allais, Christian. Je le savais que tu pensais à ça, je t'ai pris de vitesse. Je suis tellement contente que tu en parles. Là. On va laisser cette question-là en suspens, mais je suis certaine qu'elle n'aimait pas sa mère. On dit, exactement, on se dit peut-être que ces femmes-là représentent pour lui une mère mal aimante et il agit de cette manière-là. Et à partir de ce moment-là, où là, on est en présence d'un troisième meurtre commis, à peu près en suivant le même modus operandi, bien sûr, on en parle dans la presse, le premier crime, le crime d'Anna Slasher, a été mentionné à la 14e page du Boston Herald. Et là, avec ce troisième crime, ça fait la une. À Boston, on commence à être de plus en plus inquiet. Les femmes sont inquiètes, et en particulier les femmes qui se retrouvent dans cette tranche d'âge, qui se sentent beaucoup plus vulnérables. Dans le cas de nos 3 victimes, c'était 3 femmes qui vivaient seules, dont 2 n'avaient pas non plus d'amis masculins dans leur entourage. Donc, les femmes qui se retrouvent à peu près dans ce groupe d'âge, qui se retrouvent à peu près dans la même condition sociale, commencent à craindre pour leur vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui traque les femmes d'un certain âge? Donc, on est très inquiet. Et puis, voilà qu'un nouveau crime vient s'ajouter. On est le mois pratiquement suivant, hein, on est rendu en août, on est toujours dans cet été torride de 1962, et on trouve, le 21 août, on trouve le corps d'une femme, Ida Ingard, qui a 75 ans. Le médecin légiste conclut qu'elle est morte probablement depuis 2 ou 3 jours. Donc, on situe le meurtre probablement autour du 19 août. On se trouve là à Boston, on est au 7 Grove Street. C'est encore une fois une femme de race blanche. Elle a été étranglée, mais le tueur n'a pas utilisé un instrument pour l'étrangler. Il l'a étranglée de ses propres mains et après, de manière post-mortem, il a pris une tête d'oreiller qu'il lui a nouée autour du cou en faisant ce fameux nœud très caractéristique qui ressemble un peu à une boucle. Okay, fait que pour lui, c'est un rituel de faire ça. Voilà. Et dans ce cas-là, je vais te donner le détail, je sais que c'est un peu sordide, mais dans ce cas-là, il a exagéré un peu cette posture scabreuse, donc avis aux gens qui nous écoutent. Il a pris la femme en question, elle est comme étendue juste sur son lit, il a placé au pied du lit, de chaque côté du lit, il a placé des chaises, il a noué, la femme est étendue dans son lit, il a noué les jambes de la femme sur chacune des chaises, placées de part et d'autre du lit. Hein, elle a donc les jambes attachées sur les chaises. Les jambes sont en partie pliées. On est vraiment dans une position très gynécologique là. Tu sais. Mm-hmm. Et elle est morte de cette manière-là. Et il a tourné le lit de manière à ce que ce soit la première chose que tu vois en entrant dans la pièce. Donc en fait pas en entrant dans la pièce, en rentrant dans l'appartement, parce que la chambre de Ida Ingard donne directement sur la porte d'entrée. Donc, il a placé le lit de manière à ce que dès qu'on ouvre la porte dans le hall d'entrée, la première chose que l'on voit, c'est la porte ouverte vers la chambre et devant nous, cette pauvre femme de 75 ans placée dans une position excessivement dégradante. Et là encore, les policiers vont découvrir que l'individu a utilisé des objets dans la maison pour l'agresser sexuellement. Il n'y a pas de trace d'effraction. Encore une fois, l'assassin a visiblement laissé sur place des traces laissant croire à un vol. Et bien sûr, son idée était de choquer la personne qui trouverait le corps, hein, pour toute cette mise en scène. Mm-hmm. Et qui, dans ce cas-là, c'est un peu malheureux parce que celui qui trouve le corps, c'est un petit garçon de 13 ans qui est le fils du gardien de l'immeuble. Hein, comme il était sans nouvelles de Madame Yerga, qui a quand même 75 ans, qui, elle, était d'une chantée chancelante. Ça faisait 2 jours qu'on l'avait pas vue. On a été allé frapper à sa porte. Il n'y avait pas de nouvelles. On a attendu encore quelques temps. Et puis, finalement, le gardien de l'immeuble a demandé à son fils d'aller voir, de frapper. Et il a frappé à la porte. Et le gamin a poussé la curiosité à tourner la poignée et à entrer dans l'appartement. Alors, tu t'imagines la scène à laquelle il était confronté en ouvrant la porte. Ouais. Ce crime, il est
on est toujours, hein, pour les policiers, ce crime vient confirmer déjà la trame qu'on a établie. Donc, un tueur qui s'en prend des femmes d'un certain âge, cette idée l'idée que les policiers ont proposée d'un homme qui voudrait se venger de sa mère fait un peu son chemin, hein, parce qu'on est toujours dans cette trame-là. Et au moment où les policiers enquêtent sur le meurtre de Madame Irga, on trouve le 20 août, la même journée, on apprend qu'une autre femme a été assassinée. Elle a été assassinée au moins 10 jours plus tôt. Donc là, on situe son meurtre aux alentours du 13 août 1962. On est toujours dans Boston. On a presque l'impression que le tueur, par 2 fois, a fait 2 séries de 2. Hein. Donc, il tue une première fois de manière isolée, et puis ensuite, le 30 juin, commet 2 crimes. Et là, voilà qu'on vient de trouver 2 autres crimes le même jour qui semblent remonter à peu près au même moment, là. Donc, on est à la mi-août. Il commet donc 2 crimes à la mi-août. Il s'agit d'une certaine Jane Sullivan, une femme de 67 ans, pardon. Donc, on est toujours dans cette tranche d'âge de femme assez mûre. C'est une femme de race blanche. Elle a été étranglée avec ses bas de nylon qu'on a trouvés qui ont été prises. Ce sont ses bas à elle, qui ont été trouvés dans son appartement. Et de manière assez curieuse, elle est placée, je rentrerai pas dans le détail, mais elle est placée de manière assez scabreuse, mais le tueur a comme placé le corps de manière à ce qu'elle soit elle est comme agenouillée au côté du bain. Essaie de t'imaginer un peu la scène. Elle est agenouillée au côté du bain et elle a la tête dans la baignoire qui est remplie d'eau. Il a mis la tête dans la baignoire. Donc, elle est placée, arquée comme ça sur le bord de la baignoire. Encore une fois, aucune trace d'effraction dans l'appartement. L'appartement a été saccagé, mais encore une fois, on trouve des objets de valeur que l'assassin n'aurait certainement pas laissé derrière lui. Donc, on en est rendu à la 5e victime. Tout ça en quelques mois, en 3 mois à peine. Donc, c'est un été chaud, cet été de 1962. Et là, toutes les femmes se mettent à paniquer dans les rues de Boston. Surtout celles qui doivent être seules, là. Ouais, c'est ça. Donc, les femmes seules. Et là, on voit que le tueur agresse des femmes dans la 50aine, mais ça ne l'a pas empêché d'agresser Madame Irga, qui avait 75 ans. Donc, on se dit, il n'y a pas beaucoup de femmes à Boston qui sont à l'abri de ce type d'agression. Non, c'est ça. Et donc, on essaie de se protéger. Inutile de te dire que c'est la panique. Les journaux en parlent, font la une de cette... Et là, on n'a pas de nom encore. Hein. On l'appelle le tueur mystérieux, le tueur fantôme, l'agresseur de vieilles dames. Tous les noms y passent. Les serruriers font des affaires d'or. Et là, écoute, il y a quand même une partie de la population qui se croit un peu à l'abri. Hein. Donc, toutes nos victimes sont des femmes de race blanche. Donc, on se dit que le tueur est sans aucun doute un homme blanc. Comme les femmes, ce sont toutes des femmes d'un certain âge, la population féminine en deçà de 40 ans se sent un peu à l'abri. Et là, curieusement, il y a une espèce de hiatus de quelques mois, donc le tueur ne fera pas de victime en septembre, octobre. On a l'impression qu'il y a eu un arrêt, et soudainement, la donne va changer, la victimologie va changer. Le 5 décembre 62, une autre femme est étranglée à Boston. Il s'agit de Sophie Clark. Elle a 20 ans. Il s'agit d'une femme de race noire. Elle a été étranglée par ses bas de nylon. Et encore une fois, le cadavre a été laissé dans l'appartement de manière excessivement choquante. Et la victime va être trouvée par une colocataire. Donc là, ici, il y a quand même quelque chose qui vient de changer. D'abord, on a une victime qui est jeune, une jeune femme de 20 ans. Elle est de race noire, ce qui va à l'encontre des autres crimes précédents. Et aussi, elle ne vit pas seule. Elle partage un appartement avec une colocataire. Donc, le tueur ou bien savait que Sophie Clark était seule au moment de commettre son agression, ou il a pris des risques énormes. Il aurait pu se faire découvrir à tout moment par cette colocataire qui aurait pu rentrer durant la période de temps où il était sur place. Ben oui. Donc, on se dit, non seulement il vient de changer sa victimologie, même au départ, les policiers ont tendance à croire que Sophie Clark ne fait
pas partie de la série, mais néanmoins, il y a quand même des indices qui frappent. Le nœud autour du cou avec le bas de nylon, c'est un nœud qui forme une espèce de boucle. Alors, ou bien on est en présence, puis il faut le dire, le nœud en question n'a jamais été évoqué dans la presse. On dit que les femmes ont été étranglées avec un soutien-gorge, avec des bas de nylon, mais jamais les policiers n'ont révélé à la presse la façon, le fameux nœud en question, cette espèce de double boucle. C'est une information que seuls les policiers connaissent. Or, dans le cas présent, le cas de Sophie Clark, même si on est en présence d'une jeune femme afro-américaine, même si l'âge ne correspond pas, il y a plusieurs éléments qui laissent croire qu'on est en présence du même tueur. C'est la même signature, c'est ça? La même signature, le même nœud autour du cou, bas de nylon trouvé sur place, le cadavre laissé dans une position excessivement choquante. Et là encore, dans le cas présent, les policiers peuvent déterminer, le médecin légiste peut déterminer qu'il y a eu des violences sexuelles, mais il y a également eu viol. Ça, on n'en a aucun doute. Et puis encore, et là, à nouveau, le crime s'accélère. Donc, après la mort de Sophie Clark, on a le 31 décembre, donc à peu près 3 semaines après le meurtre de Clark, il y a une autre jeune femme qui est assassinée, Patricia Bissett. C'est une jeune femme de 23 ans. Donc là, on vient de passer à une autre tranche. On se dit, ben là, les 2 dernières victimes sont des jeunes femmes qui ont à peine 20 ans. Donc, Patricia Bissett, on est au 515 Park Drive. On est toujours à Boston. Comme la victime précédente aussi, on était directement à Boston. Dans le cas de Patricia Bissett, il s'agit d'une femme de race blanche. Elle est retrouvée sur son lit. Sa chemise de nuit a été relevée jusqu'à son cou. Et là, curieusement, dans les violences sexuelles, on peut déterminer qu'il y a eu des violences sexuelles, mais elle a également été violée et sodomisée par son agresseur. Donc, c'est tout le temps de plus en plus violent, c'est ça? Ouais, c'est... il s'arrête pas là, le bonhomme. C'est un gars qui va pas bien. C'est comme... À peine, on appelle à l'aide. Et là, soudainement, à nouveau, un hiatus qui se produit. Donc, les crimes arrêtent. Décembre 62, après le meurtre de Patricia Bissett, les crimes s'arrêtent. Donc, les mois passent. Aucune nouvelle victime, même s'il y a à Boston, on a vu s'installer une sorte de peur paranoïaque. Dès qu'on voit un individu un peu louche sur le trottoir, une femme marche dans la rue, puis soudainement un homme marche derrière elle, lui emboîte le pas, elle se précipite dans une cabine téléphonique pour dénoncer. Donc il y a visiblement une paranoïa qui s'est installée dans les rues de Boston. Et puis voilà que le 6 mai 1963, à Cambridge, en ce quartier assez huppé où se trouve justement l'université Harvard, au 4 University Road, on trouve une femme, Beverly Simmons, 23 ans. Il s'agit encore une fois d'une femme de race blanche. Elle est découverte par un de ses amis, son petit ami en fait, parce qu'elle devait participer ce soir-là à une pratique. Elle fait partie d'une chorale, donc les gens devaient se réunir pour faire une pratique. Elle ne se présente pas, et donc comme son petit ami est inquiet de ne pas la voir parce qu'il lui a parlé dans l'après-midi, tout allait bien, il tente de l'appeler chez elle, pas de réponse, décide de passer à son appartement. Et en entrant dans l'appartement, il la trouve. Elle a été étranglée et poignardée à la gorge. C'est d'ailleurs la cause du décès. Elle est laissée devant la porte de manière excessivement choquante. Et dans ce cas-là, elle a un bas de nylon de noué autour du cou, mais la cause du décès est le fait qu'elle a été poignardée. Elle a été poignardée en fait 22 fois. Elle a été poignardée 4 fois à la gorge et 18 fois au sein gauche. Et l'agresseur a planté son couteau de manière à créer une espèce de cible, un peu comme si je sais que c'est un peu ignoble de dire ça, mais imagine-toi un jeu de dards et considère que le mamelon serait le centre de la cible. Donc, il a coupé tout autour du mamelon de manière à créer une grille qui ressemble un peu à un jeu de dards. Okay. Donc, merci pour les détails. C'est la mort de Beverly Simmons. Donc, encore une fois, on est dans un groupe d'âge plus jeune, une jeune femme de 23 ans. Et puis,
Encore quelques mois vont s'écouler, puis en septembre 63, là, on est à Salem, qui est tout près de Boston. Une certaine Mary Evelina Corbin, une femme de 58 ans, soudainement on vient de retomber dans notre tranche d'âge un peu plus mûre. On est le 8 septembre 63. C'est une femme de race blanche. Elle a été étranglée par des bas de nylon. Des bas de nylon qui lui appartiennent, qui se trouvaient dans sa commode. On a à peu près la même signature des crimes, la violence sexuelle et tout le reste, le corps laissé de manière très indécente. Donc l'assassin est toujours dans le même gabarit, là, le même type de crime, même modus operandi. Ça me fascine de voir qu'il a eu le temps à chaque fois de faire ça. Oui. Tu sais, la cible dont tu parles, là, faut avoir eu du temps tabarnouche sans aucune inquiétude, là. Comment il a fait? J'ai hâte qu'il se trompe, là. C'est ça, je vais dire qu'il s'est trompé. Non, il se trompera pas. Ah! C'est une histoire dont le dénouement est tout à fait incroyable. Donc, après le meurtre de Mary Evelina Corbin... Rappelle-moi son âge, je les note depuis tantôt. Elle a 58 ans. 58, OK. Le crime qui suit, Joanne Mary Graff, 22 ans. On est le 23 novembre 63. Ici, on est à Lawrence, donc un autre quartier limitrophe de Boston. On est au 54 Essex Street. Encore une fois, elle a été étranglée avec ses bas de nylon. Et ce qui frappe à ce moment-là, je sais que je t'ai donné la date comme ça, puis tu t'y es pas arrêté. Je t'ai dit le 23 novembre 1963. Mais ce jour-là, c'est un jour de deuil national. La veille, le président Kennedy a été abattu. Et le fait que ce crime ait été commis durant un jour de deuil national avec l'assassinat du président la veille, c'est peut-être le crime qui va choquer le plus l'opinion publique à ce moment-là. Là, les journaux s'emparent de cette histoire. Évidemment, on pointe du doigt les services de police. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? On en est rendu quand même à une 10e victime commis sur une période d'à peu près 13 mois, 14 mois. Donc, et rien ne se passe. Mais encore une fois, il faut se rappeler qu'on est dans la criminalistique des années 60. Là. On a les empreintes digitales, ça se limite un peu à ça, et l'assassin ne laisse derrière lui aucune empreinte digitale, à tout le moins aucune empreinte digitale qui ne soit utilisable. Et puis il va arriver un nouveau meurtre début janvier 1964, donc on est à peu près un mois et demi après le meurtre de Joanne Mary Graff, qui avait 24 ans, et là on arrive à nouveau avec un crime sur une jeune femme, la plus jeune de tout le groupe, c'est Mary Ann Sullivan. Elle a 19 ans. Elle est assassinée le 4 janvier 64. On est au 44 Central Street à Boston. Elle a été violée. Là, je dois te donner des détails parce que ce crime-là va jouer un rôle. C'est le crime le plus important de la série. Donc, elle a été violée, elle a été étranglée avec ses bas de nylon. Elle a été découverte par 2 amis qui partagent son appartement avec elle. Et là, encore une fois, je suis désolé de devoir insister sur des détails un peu sordides, mais il faut comprendre, parce que c'est un peu la clé de l'énigme. Lorsqu'on trouve la victime, elle est étendue sur son lit, la tête est appuyée sur la tête du lit. Il y a du sperme qui s'écoule de sa bouche. Elle a les jambes écartées et repliées un peu à la manière d'un examen gynécologique. Elle a un balai enfoncé dans le vagin. Il y a du sperme un peu partout sur les draps. Et entre ses orteils, le tueur a placé une carte sur laquelle c'est simplement écrit « Bonne année ». Ah, c'est dommage de mauvais goût. C'est sordide. Donc, il place la carte comme ça entre les orteils « Bonne année ». Là, à ce moment-là, ce crime qui débute l'année 1964 est tout à fait épouvantable, avec tout ce qui le crime précédent qui a été commis dans une journée de deuil national. Là, cette fois, les autorités se disent il faut absolument faire quelque chose. Quoique, au sein des services de police, on n'est pas convaincu qu'on soit en présence d'un seul et même tueur. Même si on retrouve des éléments du genre l'appartement a été saccagé, le fameux nœud du tueur qui semble assez caractéristique, on s'étonne qu'à un moment donné, le tueur ait frappé des femmes d'âge mûr. Il y a eu un hiatus et soudainement, il s'est attaqué à des femmes beaucoup plus jeunes, incluant une victime qui soit de race noire. Et les crimes, comme tu as pu le comprendre, sont allés crescendo dans la violence également. Pas pire, c'est ça. Alors, les policiers se demandent, est-ce qu'on n'est pas en présence
de deux assassins. Est-ce qu'il s'agit d'un seul et même assassin, ce qui semble l'opinion assez généralisée, mais plusieurs policiers émettent l'hypothèse qu'on pourrait être en présence de deux assassins. Donc un assassin qui aurait commis les premiers crimes sur des femmes plus âgées, peut-être correspondant à ce profil de ce jeune homme frustré qui essaie de se venger de sa mère, parce que dans le cas des victimes de 19 ou 20 ans, là, on doit éliminer cette piste-là. Et est-ce que dans le cas de ces victimes plus jeunes, on serait en présence d'un autre tueur? Et est-ce qu'on serait en présence aussi de crimes qui auraient été commis de manière ce qu'on appelle des copycats, donc des copies des crimes. Ouais. La presse a parlé des crimes. Pour prendre le mérite, tu sais. Voilà, donc d'autres gens commettent des crimes et ils essaient d'imiter la signature. À ce moment-là, il faut le dire aussi, le nom est sorti. Une journaliste d'un quotidien de Boston a surnommé le tueur l'étrangleur de Boston. Et c'est par ce nom qu'il sera connu. Donc on se pose la question, est-ce qu'on a un étrangleur, deux étrangleurs ou un étrangleur? Et des gens qui essaient d'imiter le style de l'étrangleur. Et à ce moment-là, il y a une telle grogne à Boston que on décide, le procureur général de l'État décide de charger son assistant, un certain John Bottomley. Il le charge de mettre sur pied un bureau d'enquête spécialement dédié à l'étrangleur de Boston. Le premier objectif de John Bottomley, tu l'auras bien compris, pas besoin d'être un génie pour imaginer ça. Il se dit qu'il serait peut-être temps maintenant de colliger l'ensemble des dossiers qui sont éparpillés dans 5 services de police, 3 districts différents. Donc on crée ce bureau-là, on rassemble tous les documents qui concernent notre étrangleur de Boston. Petite anecdote amusante, à ce moment-là débarque à Boston à la demande d'un riche homme d'affaires à la retraite. On voit débarquer un type qui s'appelle Peter Urquhart. Peter Urquhart, c'est un détective psychique dont on a déjà parlé à l'émission. Donc, ces gens qui sont apparemment doués d'une habileté extraordinaire. Donc, et les policiers informés de la présence de Peter Urquhart, comme ils n'ont pas vraiment de piste à suivre, comme ils ont été contactés par cet homme d'affaires, ils n'ont pas décliné l'invitation. Ils disent, OK, envoyez-nous votre voyant extra-lucide. Donc, Urquhart arrive à Boston. Il m'a donné des détails assez intéressants des policiers. J'ai eu la chance de parler avec un des policiers qui était là ce jour-là. Il me dit, on a placé des photographies des victimes placées à l'envers. C'était comme des Polaroid. On a placé ça sur face contre la table. Et à un moment donné, Urquhart, en touchant la photo, sans voir l'image, pouvait nous dire, ici, il y a une femme, puis elle est placée de telle ou telle façon. Puis effectivement, ça correspondait à la position du camp. Et puis à un moment donné, on a essayé de le tromper. On a pris un autre crime qui avait été commis à Boston, un crime assez sordide, à caractère sexuel. Et dès qu'Urquhart se mit la main sur la photo, il dit, vous essayez de me tromper, cette photo-là appartient pas au groupe. Hey. Et c'était vrai. Donc, mais en revanche, il a, pour une raison quelconque, il a commencé à donner de l'information à propos d'un tueur. Et c'est les informations qu'il a données correspondaient à un suspect que les policiers avaient déjà dans leur mire. Mais éventuellement, ce suspect-là a été lavé de tout soupçon. Donc Urquhart s'est retourné en Californie où il habitait et puis l'information, mis à part d'avoir fait un petit numéro qui a visiblement très impressionné les policiers, il n'a fourni aucune information qui aurait permis d'arrêter le tueur. Évidemment, dans une grande ville comme Boston, pendant que le tueur, l'étrangleur de Boston sévit, les autres criminels ne mettent pas les mains dans leurs poches. Donc on comprend, on a une unité spéciale qui traque l'étrangleur de Boston. Pendant ce temps-là, d'autres policiers, bien sûr, font la chasse aux autres criminels, les cambriolages, les vols de voitures, trafic de narcotiques. La criminalité ne dort jamais. Non, c'est ça, la criminalité ne dort pas. Et deux ou trois enquêteurs sont placés sur la piste d'un agresseur sexuel que les policiers ont surnommé le Green Man, l'homme vert. Pourquoi? Parce que il entre dans l'appartement des femmes et sous la menace d'un couteau, il les agresse sexuellement. Et ensuite, il quitte les lieux sans autre sévice que l'agression sexuelle. Et il est toujours vêtu d'un survêtement vert, un peu comme les costumes, les vêtements des mécaniciens ou des plombiers, d'où son surnom de l'homme vert. Donc, on est ici en présence d'un agresseur sexuel, un violeur en série, pour lequel 2 policiers ont été dédiés pour enquêter sur ces crimes-là. Dans le cas, oublions un instant notre étrangleur de Boston qui vient de passer du
du côté de l'ombre pendant un moment. Le Green Man en question, les policiers commencent à fouiller le dossier, s'aperçoivent que quand même ce type-là était très actif. Entre 1963 et 1964, il aurait commis 300 agressions sexuelles au Connecticut, au Massachusetts, au New Hampshire, là, et même au Rhode Island. On s'est dit, mais là, tabarnouche, c'est un type qui est plutôt actif. Il tuait une journée sur deux, ben quoi? Ouais, moi c'était en fait, c'est ça. On doit 300 agressions. Écoute, donc il tuait pas ses victimes. Hein. Dans le cas du Green Man, il les agresse sexuellement. Il ne les tue pas. Mais tu dis 300 agressions en une année à peu près, c'est quand même énorme. J'essayais d'émettre l'hypothèse que ça aurait pu être la même personne. C'est pour ça, j'étais comme peut-être que des fois il tuait pas, des fois il tuait, mais c'est pas le même que marchent les pulsions. Hein. Non, c'est ça. Et en regardant c'est le portrait robot, hein, parce que comme ces victimes-là, elles sont pas mortes, hein, ce sont des femmes qui ont été choquées, qui ont été agressées, mais elles peuvent fournir un portrait robot de leur personnage. Hein. Bon, il est habillé en vert, donc on sait donc qu'on est toujours en présence du même violeur en série. Mais en faisant une description de cet agresseur-là, un portrait robot, un policier regarde ce portrait robot et soudain, ça lui rappelle quelqu'un. Il dit, tiens, c'est curieux. Ça ressemble à un type que j'ai arrêté quelques années plus tôt, qui, sous le sobriquet, on l'avait surnommé, nous, le Measuring Man. Et le Measuring Man, de son vrai nom, s'appelait Albert de Salvo. C'était un pervers qui avait été arrêté en 1960 parce que il avait vu à la télévision une émission, le Dick Van Dyke Show, et qui était un humoriste, un comédien, et il y avait un numéro, hein, c'était une émission de télévision, il y avait des sketchs comiques un peu burlesques, et dans l'émission de Dick Van Dyke, à un moment donné, Dick Van Dyke jouait le rôle d'un type qui prenait des mesures sur des modèles, des femmes, des modèles, puis il y avait comme une espèce de jeu de séduction entre l'homme qui prenait les mesures, qui était joué par Dick Van Dyke, et les modèles hollywoodiens qui étaient là pour l'émission. Et soudainement, notre Albert Desalvo a trouvé là-dedans quelque chose d'inspirant. Alors, il s'est mis à se promener dans les rues. Et là, dès qu'il voyait une femme jolie, il la suivait. Et là, il se présentait comme étant un type envoyé par des magazines qui cherchaient des modèles féminins pour poser. Et là, si la femme montrait le moindre intérêt, ben là, De Salvo disait, ben voilà, je pourrais vous accompagner chez vous, prendre vos mesures pour voir si vous correspondez au gabarit du type de femme qu'on cherche pour nos publications. Et uniquement en utilisant ce stratagème-là, il était capable de savoir. Il a réussi, et on parle pas d'agression sexuelle, là, ce sont des relations consentantes. Il a réussi à avoir des dizaines et des dizaines de relations sexuelles avec ces femmes consentantes, essentiellement sur la foi que ces femmes-là allaient être sélectionnées dans une espèce de concours, dans un mannequinat quelconque. Et comme elles n'avaient pas de nouvelles, une fois que elles s'étaient données un peu à ce vendeur itinérant, si on peut dire, ce mesureur itinérant, comme il n'y avait pas de retour, ben à un moment donné, elles se sont dit, est-ce qu'on s'est pas fait duper? Est-ce que je me suis pas fait avoir? Et certaines d'entre elles ont porté plainte à la police disant, je pense avoir été victime d'un escroc. Et c'est comme ça que les policiers ont remonté à ce Albert de Salvo, qui avait été arrêté, condamné à 11 mois de prison pour comportement obscène et lubrique. Hein, parce qu'il n'y a pas agression sexuelle ici. Donc, tu comprends que notre policier, là, on revient en 1964, il y a cette traque au tueur, ou à l'étrangleur de Boston, il y a la traque à l'homme vert, et ce policier, donc en regardant le portrait robot de l'homme vert, se dit, ce type-là ressemble à Albert de Salvo, que j'ai déjà arrêté il y a 2 ou 3 ans, comme étant le mesureur. Donc, on procède à l'arrestation à nouveau d'Albert de Salvo. On est le 6 novembre 1964. Et à ce moment-là, De Salvo est incarcéré à la prison du comté où il fait face à des accusations là, qu'on va déposer dans les jours ou les heures à venir comme étant visiblement le violeur en série qu'on a surnommé le Green Man. Ce personnage d'Albert De Salvo, je viens de te donner quelques détails. Tu vas comprendre qu'on est dans un contexte assez connu. Hein. Il est né en septembre 1931 à Chelsea, qui est en banlieue de Boston.
Il est issu d'une fratrie de 6 enfants. Son père, Frank, est un individu tout à fait odieux et violent. Le quotidien des enfants des Salvo, c'est la violence contre sa mère, la violence contre eux de la part de son père. À 5 ans, par exemple, Albert de Salvo a été amené par son père dans les magasins où son père lui a appris à voler de la marchandise. Et qui suspecterait un enfant de 5 ans de voler dans les rayons alors qu'il est accompagné de son père? Donc, ça passe plutôt bien. Le père amène souvent à la maison des prostituées et force ses enfants et son épouse à assister à ses ébats. Albert de Salvo va être initié à la sexualité dès l'âge de 6 ou 7 ans avec des prostituées que son père ramène à la maison. Et peu à peu, de Salvo va développer une espèce d'obsession pour le sexe. En 48, il va s'enrôler dans l'armée, va être muté éventuellement en Allemagne. Il va rencontrer une jeune femme en Allemagne qu'il va marier, qui s'appelle Irmgard. Ils vont revenir aux États-Unis en 1954. Ils vont avoir 2 enfants, dont une fille née en 1955 avec une malformation à la hanche. Et pour une raison assez étrange, Irmgard, son épouse, accuse Albert d'être responsable de la difformité de leur enfant. Et pour le punir, elle lui coupe le sexe. Plus de sexe. Donc, Albert, qui lui est visiblement obsédé par le sexe depuis son enfance, se retrouve avec des prostituées et tout le reste. Donc, une vie assez sordide. Et à ce moment-là, il va être, même durant cette période, il va être arrêté par la police pour indécence sur une fillette de 9 ans. Mais les parents vont retirer la plainte parce que s'il y avait eu procès, les choses étant différentes en 1960 qu'elles le sont aujourd'hui, il aurait fallu donner le nom de la victime et tout ça aurait pu avoir des répercussions sur la réputation de cet enfant de 9 ans. Donc, les parents, pour protéger finalement la réputation de leur fille de 9 ans, qui auraient subi des attouchements par de Salvo, ont préféré retirer leur plainte. Ah, ça, c'est spécial, excusez, mais... Ça, invraisemblable. Et c'est à ce moment-là, donc, on est au tournant de 1960, c'est à ce moment-là que de Salvo va voir à la télévision cette émission de Dick Van Dyke qui va l'inspirer à devenir le Measuring Man. Donc, on revient à l'arrestation de de Salvo, novembre 1964, il est arrêté, on le suspecte d'être le violeur en série de Green Man, alors qu'il est incarcéré à la prison du comté, il se frappe la tête sur les murs, parle tout seul dans sa cellule. Alors, les policiers décident de le transférer à la prison de Bridgewater, qui ressemble un peu à l'Institut Pinel ici. Donc, c'est un institut carcéral, mais pour des évaluations psychiatriques, pour des gens qui seront un peu dérangés. Donc, alors que de Salvo, puis là, je vois le temps qui file, fait que je vais essayer de te résumer ça, mais alors que de Salvo se trouve à Bridgewater, il est avec d'autres prisonniers, puis là, les gens, on se parle entre eux, et là, il va confier, on se moque un peu de lui, il est le Green Man. Et ce nom-là qui lui colle à la peau, c'est un peu comme une blague parce que faut se rappeler que Green Man, c'est aussi le surnom qu'on donne aux extraterrestres, Little Green Man. Je pensais que tu allais dire le géant vert, c'est canne de conserve pour le maïs. C'est le Little Green Man. Donc, Albert de Salvo se fait un peu moquer là-dessus. Et à un moment donné, il dit à un de ses des co-détenus avec lui, un type qui s'appelle Georges Nassar, il dit à Nassar, il dit, bon, vous vous moquez, l'homme vert, etc. Mais je suis aussi l'étrangleur de Boston. C'est ça que je pensais. Et là, la chose est si invraisemblable. Puis là, je vais essayer de te résumer ça en quelques minutes. Mais là, c'est tellement invraisemblable que Nassar en parle à son avocat. Il dit, écoute, j'ai un collègue de cellule qui dit être l'étrangleur de Boston. Et l'avocat en question, c'est un avocat qui va devenir célèbre. D'ailleurs, il va être impliqué dans le procès de O.J. Simpson. Okay. C'est un avocat qui s'appelle Lee Bailey. Donc, Lee Bailey commence le droit. À ce moment-là, on est au milieu des années 60. Donc, Bailey, avec réticence, accepte de se rendre à Bridgewater et de rencontrer de Salvo. Il croit que c'est un individu qui est complètement fou, qui se réclame être le tueur, l'étrangleur de Boston, mais essentiellement pour la gloire. Et après cette rencontre avec Bailey ressort de cette interview convaincu
que Albert de Salvo est bel et bien l'étrangleur de Boston. Donc, il va en parler au service de police de Boston. Les policiers de Boston, en fait, Bottomley, qui est l'assistant du procureur, lorsqu'il entend cette déclaration, il y a une entente qui est faite parce que Bailey ne donne pas le nom de son client. Il a accepté là, sur le tort de le défendre. Et donc, il dit à Bottomley, je crois savoir qui est l'étrangleur de Boston. Je pourrais vous conduire à lui, mais à une condition. Si vous l'interrogez, il n'est pas question que ses aveux servent à une inculpation. Vous ne pourrez pas utiliser ses aveux devant le tribunal. Bottomley se rend donc à Bridgewater, cet institut un peu comme Pinel, comme je l'ai mentionné. Et Bottomley accepte ce deal, rencontre DeSalvo, et après cette longue discussion avec DeSalvo, il en sort convaincu que DeSalvo est bel et bien le tueur, l'étrangleur de Boston. Non seulement DeSalvo raconte dans le détail les 11 meurtres qui lui sont attribués, mais il en ajoute même 2. Il raconte qu'en juin 62, il est entré dans un appartement d'une vieille dame qui avait 85 ans, et comme il s'est précipité sur elle, elle est morte d'une crise cardiaque avant même qu'il l'ait touchée. Fait qu'il l'a laissée sur place, et puis ensuite, il a assassiné une autre femme en mars 63. Et comme il est arrivé à son appartement, il y avait un bout de tuyau qui traînait sur le bord du balcon. Il l'a pris. Et quand il est entré dans l'appartement, il a agressé la femme, mais il lui a fracassé le crâne avec le bout de tuyau. Et à cause de ça, la première dame, on a conclu qu'elle était morte simplement d'une crise cardiaque. La deuxième femme, ayant eu le crâne fracassé, elle n'a pas été incluse dans la liste des crimes, disons, canoniques de l'étrangleur de Boston. Parce que c'était pas la même mort. Pas du tout. Et là, donc, DeSalvo avoue son crime. Et à ce moment-là, les policiers n'ont pas de preuves matérielles. Ils ont que les aveux et des aveux qu'ils ne peuvent pas utiliser puisque ça faisait partie du contrat. Mais Bottomley sort de cette rencontre convaincu qu'ils ont leur homme, qui peuvent maintenant dormir sur leurs deux oreilles. L'étrangleur de Boston est derrière les barreaux. Ce que fait rapidement Lee Bailey, c'est un fin renard, un fin avocat. Ce qu'il fait, il va précipiter le procès d'Albert de Salvo comme étant l'homme en vert, le Green Man. Parce qu'il se dit, si mon client est accusé et condamné, il va être condamné à une lourde peine. Mais c'est mieux la lourde peine que l'exécution sur la chaise électrique. Et si mon client est condamné, par exemple, à 20 ans de prison, même si les policiers trouvaient des preuves matérielles qui démontrent qu'ils pourraient introduire pour faire un procès à Albert de Salvo comme l'étrangleur de Boston, sans utiliser ses aveux, cette condamnation ne pourrait que survenir après avoir purgé sa première peine. Donc l'exécution n'arrivera jamais. Et c'est exactement ce que Bailey fait. Il amène son client en cours. DeSalvo est reconnu coupable pour des viols en série. Il est condamné à la prison à perpétuité dans un institut psychiatrique. Il va s'en évader en 67. À partir de là, on va l'envoyer dans une prison sécurité maximum. Et en 1973, il sera assassiné par un co-détenu. Ah, ouais. À ce moment-là, les policiers n'ont toujours aucune preuve matérielle que DeSalvo est l'étrangleur de Boston. Et ça fait polémique. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce qu'il a réclamé le crime pour dire c'est moi l'étrangleur de Boston, pour jouir d'une certaine célébrité? Ça s'est déjà vu, que des gens vont prétendre être un tueur pour simplement, dans le cas de Jack l'Éventreur, par exemple, plein de gens se sont présentés à la police en disant c'est moi Jack l'Éventreur, puis finalement c'était pas eux. Alors le doute va persister. Et puis, on l'a entendu en début d'émission, on va boucler la boucle. En juillet 2013, la criminalistique étant ce qu'elle est, on avait gardé en particulier les vêtements de la dernière victime d'Albert de Salvo, Mary Ann Sullivan. Cette jeune femme de 19 ans, elle a assassiné le 4 janvier 64. Donc, on avait gardé des traces de sperme qui avaient été trouvées sur place. Et en juillet 2013, on a procédé à l'exhumation du corps d'Albert de Salvo. On a pris son ADN et on l'a comparé aux traces de sperme retrouvées sur la scène de crime en 64. Et on a eu, comme tu l'as entendu dans le reportage, un match à 99,99999%. Voilà. Albert de Salvo était bel et bien
l'étrangleur de Boston. J'avais un pressenti, vraiment. Ouais, là. hein? Quand tu as commencé à parler des années actives de notre pervers prédateur, j'ai eu un feeling. Ouais, ce qui est très curieux dans le cas de l'étrangleur de Boston, il faut bien l'admettre, c'est comme si on avait deux personnalités. Hein? Ouais. On a une personnalité qui est l'étrangleur, qui commet des crimes monstrueux. Et puis de l'autre côté, on a ce violeur en série. Je veux pas minimiser le viol, non. Mais on comprend bien qu'on a comme deux individus qui commettent des crimes qui sont relativement différents. Et il y a un film qui va être fait en 1968, un magnifique film qui s'appelle The Boston Strangler, un film qui était réalisé par Richard Fletcher, dans lequel joue Tony Curtis, qui joue le rôle de l'étrangleur de Boston. On a essayé on exploite dans ce film-là l'idée de l'homme à la double personnalité. Un peu à la Jekyll, Mr. Hyde. Oui, mais dans les... parce qu'on essaie d'expliquer cette dualité du violeur en série versus l'étrangleur en série. Mais dans les faits, on n'est pas vraiment dans cet univers de personnalités multiples. Hein. De Salvo savait qui il était et il a lui-même fait des confessions sur les crimes qu'il avait commis. Et assez récemment, parce que durant cette controverse, après qu'on a pu identifier son ADN, on a rendu public les enregistrements qui avaient été faits sous serment là, à l'époque de DeSalvo, lorsqu'on l'avait interrogé à Bridgewater. Et donc, pour la première fois, pratiquement 50 ans après, on a pu avoir accès à ces enregistrements, à un compte-rendu des enregistrements, et il ne fait aucun doute quand on lit ça que Albert DeSalvo était l'étrangleur de Boston. Il entre dans le détail de chacun des crimes d'une manière si sordide que seul l'assassin pouvait savoir ces détails-là. Non, mais en façon de ne pas se faire avoir, c'est les périodes de latence pour ce qui est de l'étrangleur étaient en partie les moments actifs du violeur en série, en fait. Oui, un tueur vraiment très particulier, l'étrangleur de Boston, hein. Et on comprend qu'en ce début des années 60, alors qu'on était pratiquement à la porte du